Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette émission consacrée à l'affaire Saada Arben. Une affaire qui a révélé les coulisses du monde littéraire, les rapports de force médiatiques, mais surtout la voix d'une femme longtemps réduite au silence. Avec Zoubida Brahou, nous allons revenir sur les moments clés de l'affaire, donner la parole à des invités précieux et surtout replacer l'humain au centre de ce récit. Zoubida. Oui, Latefa, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons aborder cette affaire à travers différents prismes. Celui de la famille, tout d'abord, avec Assia Mentouri, la tante de Saada Arben, qui nous a rejoint. Elle est professeure hospitalo-universitaire à Annaba, en Algérie. Et d'un autre côté, nous avons un deuxième invité qui est Sofiane Djebal, qui est représentant de la diaspora algérienne en France, cadre à Paris et qui va nous donner aussi ses appréciations sur cette affaire. Comme tu l'as répété, notre objectif, c'est de comprendre comment une histoire personnelle est devenue un enjeu culturel, public et surtout politique. Donc, dans ce cadre-là, nous allons commencer par la voix de la famille, comme je l'ai dit, à travers Assia Mentouri. Et je lui pose la question, est-ce que quand on parle de cette affaire, quelle est la première chose qu'elle a envie d'exprimer? Quelle est la première chose qui l'a frappée, qu'elle a envie d'exprimer comme ça spontanément? Voilà, je t'écoute, Assia. Merci Zoubida, je remercie aussi Latefa pour cette invitation. Cette affaire nous a complètement bouleversés et j'aimerais bien que cette affaire qui a bouleversé toute la famille et nos proches soit mise en lumière, vu qu'elle prend un élan, une dimension humaine et sociale. Au-delà de l'aspect juridique, Saada s'est exposée donc au public à une pression énorme, mais elle a quand même manifesté une résilience et un courage exceptionnels. D'accord, je comprends. Et donc, si on revient à la famille, quel a été l'effet immédiat de cette affaire sur la dynamique familiale? Et comment votre entourage a perçu ce qui se joue au niveau de la justice. Donc, si vous pouvez nous éclairer ou nous donner un petit peu vos impressions sur ces deux aspects-là, s'il vous plaît. Eh ben, sur le plan juridique, nous étions donc d'accord avec Saada qu'elle mette son affaire en justice, que ça soit en Algérie ou en France, parce que c'était son souhait d'éclaircir cette histoire. Elle ne voulait pas qu'elle passe comme une histoire qui a été bafouée par la justice, enfin par l'élan et l'élan des médiatiques, surtout des Français. Donc, son souhait, c'était de mettre cet écrivain en justice là où il habite, en France. Et bien sûr, une poursuite juridique en Algérie. Donc, nous étions là, solidaires. C'est tout ce qu'elle voulait faire entendre pour la première fois, parce que c'était une histoire qui lui est tombée sur la tête subitement. Et donc, tout de suite, le soutien de la famille a été tout de suite après la décision de Saada Arben de porter l'affaire en justice. Tout le monde était d'accord pour porter l'affaire en justice parce que l'histoire était vraie, ce n'était pas une histoire de fiction comme il l'a raconté l'écrivain. C'était son propre histoire. Voilà, ouais. Je précise qu'on ne veut pas revenir trop sur l'affaire et tout, donc voilà. L'affaire elle est connue maintenant, ça fait 1 année. Donc là, je préfère qu'on mette la lumière sur Saada Arben à travers le témoignage de sa tante. Donc l'affaire est censée être connue. Et c'est pour ça que j'aimerais bien que vous nous parliez qui est vraiment Saada Arben au-delà de cette victime judiciaire. Parlez-nous de Saada d'un point de vue, voilà, la tante qui parle, donc on voudrait vraiment un témoignage. Oui, eh ben Saada, elle est venue, elle a été adoptée par ma sœur, elle avait 6 ans et demi. C'était une petite fille qui a changé complètement de vie.
Elle habitait dans un petit patelin, elle se retrouve dans une grande ville avec des habitudes, une éducation complètement différente. Donc, elle était face à ces difficultés déjà de vie familiale. Et puis, elle a résisté et elle a complètement changé, complètement, deux modes de vie différents. Et elle a su se différencier et continuer sa vie le plus normalement possible auprès de ses parents adoptifs qui ont été là, présents, et surtout ma sœur qui l'a protégée sans arrêt. Et l'amour qu'ils lui ont donné, je ne peux pas vous décrire l'amour qu'ils avaient envers elle. Parce qu'il fallait qu'il la rende heureuse, il fallait qu'elle apprenne, qu'elle aille à l'école, qu'elle apprenne à lire, à découvrir le monde, où elle s'est retrouvée subitement chez une autre famille, alors qu'elle a perdu toute sa famille, elle avait personne d'autre. Et ça, c'est une étape qui était déjà difficile, sans compter… En plus de l'handicap très lourd. De l'handicap très lourd qu'elle avait. Et au début, quand elle était petite, tout le monde la regardait parce qu'il y avait le regard des personnes qu'elle n'acceptait pas du tout, malgré qu'elle était petite. Tout le monde la regardait avec sa canule et sa cicatrice. Donc, elle n'acceptait pas ce regard, elle le rejetait. Et après ça, donc, il fallait couvrir cette cicatrice. Elle utilisait donc ses foulards. Elle achetait de très jolis foulards pour se faire belle quand elle était adolescente. Donc déjà, elle refoulait son histoire. Elle voulait pas en parler du tout de cette histoire. Donc elle a caché pendant un certain moment sa cicatrice, mais elle était obligée après de faire avec et d'accepter cette cicatrice parce qu'elle ne va pas partir, cette cicatrice. Et là, elle a décidé, avec les soins, bien sûr, de son psychiatre, elle a décidé d'enlever donc ses foulards et donc se mettre à nu devant tout le monde. Et elle n'avait plus honte de montrer sa cicatrice. Elle n'avait plus le complexe de montrer sa cicatrice. Et pourtant, elle était jeune fille. Elle avait 22, 23 ans. Au début aussi, elle avait du mal à fréquenter des personnes parce qu'ils ne la comprenaient pas, elle chuchotait à peine. C'est avec la rééducation qu'elle a commencé à prononcer quelques mots en chuchotant. Donc, elle avait des difficultés à avoir des amis. Donc, elle était toute seule et c'est pour ça elle a préféré faire de l'équitation parce qu'elle aimait beaucoup les animaux et elle me disait, Tata, j'adore les animaux plus que les humains. Parce que pour elle, le regard des humains était très dur. Quand il regardait sa cicatrice, il lui faisait rappeler son histoire. Et ça, c'était un impact très, très dur à accepter. Donc, elle a appris à se protéger, en fait. Elle a appris à se protéger toute seule en se faisant, donc, en incarnant une personnalité vraiment unique. Je le dis, unique. Pour résister à tout ce qu'elle a eu comme traumatisme, c'était pas évident de s'en sortir. Bien sûr, grâce à l'amour de ses parents et à l'affection et le soutien continu de ses parents qui n'a pas cessé jusqu'à leur dernier souffle. Ça, c'est très, très important à le souligner. C'est ça qui lui a donné cette force intérieure qu'on a vue face à cette affaire-là. Donc, oui. Oui, j'imagine que ça a forgé une personnalité très forte. Ouais. Et quand elle s'est mariée, donc quand elle a eu son enfant, c'était l'espoir de vivre encore plus. Parce que c'était, en les voyant maintenant, Leït, il a 9 ans, une mère et un fils fusionnels.
c'est une seule personne. Une seule personne. Et c'est grâce à lui qu'elle a trouvé ce courage et cette ténacité pour se mettre face à ses difficultés et à ses pressions. Et elle continue à vivre grâce à l'amour de son fils. Dans nos discussions précédentes, Assia, tu avais parlé de la difficulté et de la rage, pour ainsi dire, de Saada quand elle a été exposée comme ça au monde sans préalable, et elle avait très peur pour son fils et le retour de cette affaire sur son fils. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée là-dessus? Eh ben, pour son fils, bien sûr, il a grandi, il voulait savoir c'est quoi cette cicatrice. Sa maman, elle lui a expliqué comme quoi elle a eu un problème de respiration, ce qui lui est parvenu par la tête. Et suite à ça, elle a fait une infection. Ils étaient obligés de l'ouvrir. Et c'est comme ça elle a subi cette chirurgie pour vivre. Et juste après l'affaire, quand le premier interview à la télé, Leït, il savait pas que sa mère a été auditionnée. Et le lendemain, quand il part à l'école, ses copains, ils lui disent: ah bon, Leït, ta maman a été égorgée. Et là, il n'en revenait pas. Il est rentré en pleurant. Il disait à sa mère: pourquoi tu m'as dit que tu as subi une chirurgie? Et mes copains m'ont dit que tu as été égorgé. Et depuis ce jour, pendant toute la semaine, il ne dormait pas, il faisait des cauchemars et ses notes ont chuté pendant tout le cursus, pendant toute l'année de cette histoire. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi sa mère, mais elle voulait attendre quand il sera plus grand. Elle me l'a dit, donc j'ai dit c'est une chirurgie, mais après, quand il sera grand, je vais lui dire toute la vérité. Parce que là, il a 9 ans, il ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé en Algérie et que sa mère était victime de cette décennie noire. Et toi-même, Assia, comment tu as appris l'affaire? Est-ce que par le biais de la télévision ou un peu avant? Ah oui, par le biais de la télévision. Moi, je ne le savais pas. C'est mes amis qui m'ont appelé, qui m'ont dit: Saada, comme ils connaissaient Saada, elle vient chez moi. Donc, ils m'ont dit: Saada, elle est passée à la télé. Donc, je l'ai appelée le jour même. Elle répondait pas parce qu'elle était sous pression et tout. C'est un peu plus tard qu'elle m'a répondu. Je lui ai dit: c'est vrai que il y a eu l'affaire. Bon, quoique je savais déjà une cousine qui m'avait dit que quand ça a commencé, l'histoire, quand elle a commencé à passer au niveau des médias français, j'ai une cousine qui m'a appelé quand il a commencé à faire juste à donner le résumé. Elle m'a dit: c'est l'histoire de Saada. Et plein de monde a appelé pour dire que c'est l'histoire de Saada, et les gens qui la connaissaient. Et moi, je l'ai su juste au moment où quand elle est passée. Et juste après, donc j'étais obligée de prendre l'avion et de partir pendant la semaine parce qu'elle était dans un état moral très, très affecté. Elle faisait des cauchemars tous les jours, donc les images lui repassaient chaque jour. Elle mangeait plus, elle dormait plus. Elle a perdu beaucoup de poids et je ne peux pas vous décrire l'état où elle était, c'était désastreux. Pour moi, c'est un deuxième égorgement qu'elle a subi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est vraiment un deuxième égorgement. Parce qu'elle ne dormait pas du tout, elle mangeait pas, elle a perdu beaucoup de poids, elle a perdu des cheveux. C'était un état moral très bouleversant.
Et quand Kamel Daoud disait qu'il avait la permission d'écrire cette histoire, dans d'autres interviews, il disait cette histoire était connue de toute la ville d'Oran, de toute l'Algérie. Dans une troisième version, il disait que c'est une mythomane qui invente une histoire. Comment tu vois toutes ces révélations de Kamel Daoud et toute cette façon de se faire pardonner, au lieu d'aller de go et dire oui, je présente mes excuses Pour moi, c'est un menteur de premier degré parce qu'il n'a jamais, il n'a jamais demandé à la maman de Saada pour écrire l'histoire. C'est sa femme qui était l'intermédiaire. C'est sa femme qui lui disait il a envie de faire un roman, est-ce qu'il peut écrire votre histoire? Elle lui a dit 2 fois de suite et elle lui a dit, Saada était catégorique, elle a dit non. Et une fois, sa femme, elle est venue voir ma sœur à la maison et elle lui a proposé la question. Elle lui a dit non, mais elle ne connaît pas du tout Daoud. Elle n'a aucune connaissance de Daoud. Et personne ne connaissait l'histoire de Saada qui était victime du terrorisme, point à la ligne. Mais les détails, personne ne le savait, à part la famille proche. Il y a d'autres détails que personne ne le savent jusqu'à maintenant. Donc, et moi, j'ai appris que je savais qu'elle se suivait chez une psychiatre, mais j'ai jamais demandé ni le nom, ni qui c'était, et je l'ai su pendant l'affaire Daoud, que c'était la femme à Daoud, sinon je ne le savais pas. Même ma sœur, elle ne savait pas que la femme la psychiatre était la femme d'un écrivain. Elle ne le savait pas. Il y avait une relation d'amitié vers la fin. Saada, elle était très proche de son psychiatre. Il y avait même des photos au bord de la plage, etc. Oui, oui. Et la première fois où elle l'a vu Daoud quand il est venu avec sa femme pour inscrire son fils au club de l'équitation. Mais il ne lui a pas parlé du tout. Peut-être c'était un projet pour se rapprocher de Saada, je pense. Après, quand on est revenu vers l'arrière, la première fois où elle l'a vu, elle ne le connaissait pas. Elle a juste dit bonjour. Mais sinon, c'était pour son fils. Ils sont venus pour mettre leur fils au club de l'équitation. On précise que Saada était professeure d'équitation, monitrice. Elle est moniteur, c'est ça. Elle a gagné des prix aussi. Elle a gagné des prix, oui. Elle a gagné des prix en faisant l'équitation. Donc, voilà. Mais sinon, elle ne connaissait pas du tout Daoud. Elle n'a jamais parlé avec lui. Elle a lié amitié avec sa femme parce qu'elle y allait souvent la voir. Elle était tout le temps pratiquement en dépression. Et si je me rappelle bien, lors d'une conversation informelle qu'on a eue ensemble, Assia, tu avais dit que une de tes parentes t'a appelé déjà bien avant, quand elle a lu le livre, c'est ça? Est-ce qu'on peut connaître l'histoire? En te disant, je crois qu'il parle de Saada. Quand il a commencé à parler, avant la publication du livre, il a commencé, moi je ne l'ai pas vu sur les plateaux, elle a regardé avant le prix, quand il a donné le résumé de son roman. Elle m'a appelé tout de suite et elle m'a demandé si ma sœur connaissait un certain Daoud Kamel. J'ai dit non, en principe, je n'ai jamais entendu parler de ce nom-là. Elle m'a dit, il a écrit le roman, mais c'est l'histoire véridique de Saada. Et juste après, quand il a eu le prix, donc elle l'a lu sur PDF et elle m'a dit, c'est l'histoire de Saada. Et c'est de là que plusieurs personnes m'ont appelé pour dire, c'est l'histoire de Saada. Les gens qui ont lu les livres, tout le monde a appelé pour dire, c'est pas possible, c'est l'histoire de Saada qu'il raconte. Pourquoi il dit que c'est une histoire de fiction? Tout le monde a reconnu dans ce livre l'histoire de Saada. Et peut-être juste un mot, comment va Saada aujourd'hui? Beaucoup mieux, n'est-ce pas?
après le début du procès? Oui, ça va, elle va beaucoup mieux, mais bon, elle attend quand même la prochaine audience. Elle est un peu inquiète, c'est tout à fait normal. Donc, sinon, sur le plan moral, elle va beaucoup mieux puisqu'elle attend un deuxième enfant. Donc, ça l'a encore, ça lui a donné encore la joie de vivre et d'oublier un peu ces problèmes-là. Donc, c'est une bonne chose pour elle. Et en plus, c'est une fille. Ah, bon, Bah, Ah, super. Voilà. Félicitations. C'est confirmé. C'est confirmé. Voilà. C'est trop beau comme nouvelle. Et je me rappelle aussi que tu avais dit que Saada, elle a dit, indépendamment du résultat du procès, ce qu'elle voulait a été atteint. Kamel Daoud est devant la justice et en France et en Algérie, et c'était son but. Voilà, exactement. Comme elle ne pouvait pas l'atteindre autrement qu'avec la justice, donc elle a déposé plainte au niveau du tribunal de Paris et pour que tous les gens sachent qu'il a bien volé son histoire réelle et ce n'est pas une histoire de fiction. Voilà, c'était son objectif, même si elle ne va pas gagner dans l'affaire. Ce n'est pas Oui, seulement bien une sûr. question de vol. Ce n'est pas seulement une question de vol, une inspiration libre, c'est aussi une question de violation De la vie intime de de Saada. L'intimité. très Oui, 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 médical oui. qui incrimine aussi Madame Daoud, Aïcha Dahdour, Madame C'est docteur la Aïcha première Dahdour. responsable. Moi, Et aussi, je la prends pour la première responsable, Bien hein, sûr. parce que c'est elle parce qu'elle a insisté, Saada, quand elle lui a demandé ça, elle lui a demandé que si son mari pouvait écrire, elle lui a dit, il n'en est pas question. J'ai mon père qui est historien, il aurait pu écrire mon histoire. Donc, ce serait le premier qui aurait pu écrire mon histoire. Moi, je ne veux pas que les gens sachent mon histoire. Elle a avancé dans sa vie, elle voulait qu'elle soit discrète. Elle a réussi sa vie. Pourquoi aller chercher encore à remuer son ancienne histoire? Donc, elle ne voulait pas. Juste, je rappelle que le papa, et M. Chentours, est un historien Oui, très connu en Algérie et dans le travail et le récit de l'histoire du pays. C'est ça? c'est un historien contemporain. Donc, il est connu à Oran. C'est un professeur enseignant-chercheur. Donc, il a écrit des livres. Il aurait pu écrire l'histoire de Saada, mais Saada ne voulait pas que les gens sachent son histoire. Elle voulait la raconter quand elle sera prête moralement et prête pour la raconter. Mais pour le moment, elle n'est pas encore prête. Et on précise que la maman de Saada ne voulait pas aussi que sa fille soit exposée. Elle Ah voulait pas que oui, ce soit une bête de elle l'a foire. tellement, Voilà. elle l'a Oui, oui, tellement protégée. C'est pour ça, Saada, des fois, elle est rebelle aux réactions de sa mère parce qu'elle la protège trop. Mais elle a peur pour elle. Elle a peur pour la société. Elle a peur pour son avenir. Donc, c'est pour ça qu'elle la surprotège même. Je pourrais rajouter un témoignage pour dire que l'histoire de Saada n'était pas connue à Oran. Quelque temps après l'affaire qui a commencé à être médiatisée, on va dire 3 mois, 4 mois, je suis partie à Oran, donc chez ma dentiste qui est à Oran. Et dans le tas de la discussion, on a commencé à parler un petit peu de l'affaire et tout. Et puis elle, spontanément, alors qu'on n'en a jamais parlé, elle me dit, moi, ma sœur, elle a étudié avec Saada au lycée Lotfé. Et elle a vu la canule et tout ça, mais elle ne savait pas qu'il y avait un lien, qu'elle a été égorgée, petite, le lien avec le terrorisme. Elle pensait qu'elle a été malade, qu'elle s'est fait opérer de la gorge pour une maladie. Et puis voilà, Saada a été vue comme cela, comme quelqu'un qui a été malade, qui a fait une opération. Et elle n'en revenait pas quand elle a vu l'interview, quand elle a vu elle passer à la télé. Sa sœur la connaissait depuis des années.
Donc, elle faisait des randonnées avec elle et ils se voyaient à l'extérieur, mais jamais, c'est-à-dire ça, c'est un témoignage spontané qui m'est tombé dessus. Et je suis restée bouche bée pour dire que voilà, c'est même les personnes proches qui la côtoyaient au lycée, qui faisaient des randonnées, qui sortaient, elle était connue partout, Saada, mais personne n'avait cette information pour dire le travail de Zahia, professeur Zahia, comment elle a plus que protégé sa fille. Voilà, donc c'était un travail énorme de pouvoir garder cette histoire-là secrète autant d'années dans le fief, à Oran, parmi les proches. Là, c'est vraiment l'antithèse de tout ce que Kamel Daoud a dit, que l'histoire était connue, etc., etc. Donc, moi ce témoignage m'a complètement bouleversée parce qu'il était spontané, il m'est tombé dessus d'une façon sincère, spontanée, qui confirme le fait que cette histoire-là n'était pas connue. Voilà. Donc, je voulais Kamel apporter ce Daoud témoignage. Kamel Daoud, dans sa lancée, a même précisé que Saada n'était pas la seule dans ce cas-là, qu'il y avait plein d'autres cas. Une information qui a été démentie par des médecins algériens de l'époque, par les témoins oculaires, et ils ont dit ce n'est pas vrai, on n'a jamais rencontré ce cas, et combien même Daoud avance le contraire, ce n'est pas vrai. Oui. C'est dès le départ qu'il a commencé à dire ça. Hein. Oui, ça, dès le départ, quand il a commencé à faire la promo, il disait oui, j'ai connu beaucoup de personnes avec une canule égorgée, survivante et tout cela. Alors que l'article de Mediapart, qui a été recueillir tous les témoignages des médecins qui ont travaillé sur cette période-là, ils disent nous, on n'a pas rencontré ce genre de portrait qu'il fait, non, même pendant la décennie noire, un portrait comme ça ne nous aurait pas échappé, on l'aurait mémorisé, on l'aurait gardé en mémoire. Donc là, ça montre ce mensonge criard, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui Juste pour conclure avec Essia, si tu avais à partager un souvenir ou deux qui te sont chers sur Saada quand elle était enfant, enfin, comment toi tu décrirais Saada basé sur les souvenirs que tu as avec elle? Quand elle était petite, c'était une fille très affectueuse. Quand j'allais chez ma sœur, elle veut toujours dormir avec moi parce qu'elle cherchait l'affection. Elle était très attachée à moi. Et bon, elle aimait bien quand elle a découvert la plage. Elle n'a jamais été à la plage quand elle était avec ses parents, toute petite. Donc, la première des choses, et elle adore la plage, mais malheureusement, elle ne pouvait pas se baigner parce que, vu la canule, si une goutte d'eau qui pénétrait au niveau de l'orifice de la canule, elle pouvait mourir en une seconde. Donc, elle essayait donc de monter sur mes épaules, et juste pour que l'eau la touche, ou bien je la porte avec moi, comme ça, et on rentrait juste pour qu'elle flotte un tout petit peu. Mais dès qu'il y a la vague qui arrive, moi, je la soulève rapidement pour que l'eau ne la touche pas. Et ça, c'est un souvenir inoubliable parce qu'elle aimait énormément la mer. Et moi, j'allais souvent en été, pendant les vacances universitaires. Donc, on allait tous les jours aux Andalouses. C'était son endroit préféré, les Andalouses. Voilà. Et il l'a cité dans le roman. Voilà, et on le trouve dans le roman. Voilà. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Même la peur, l'esprit protecteur de la mer, on le retrouve aussi dans le roman. L'adresse, enfin tout, quoi. Je vous ai dit, le conflit qu'elle avait quand elle a grandi, le conflit avec sa mère, c'était la protection. Elle lui disait, c'est bon, je suis une jeune femme, je ne veux plus, laisse-moi faire avec cette société, laisse-moi me défendre toute seule. Pour vous dire, je rejoins Zoubida quand il dit que l'histoire est connue. Elle n'est pas connue du tout. Je vous ai dit, même la famille, personne ne connaît les détails. Personne.
ils savent qu'elle est victime. Moi, mes enfants, quand ils l'ont vue, j'ai dit qu'elle a fait un accident avec ses parents et ses parents sont morts. Et je suis restée avec ce mensonge jusqu'à ce qu'ils grandissent et ils ont compris. Mais sinon, avant, c'était un accident. Et elle aussi, elle parlait pas de cette tragique histoire. Elle disait que j'étais opérée parce qu'elle voulait pas en parler. Elle voulait un oubli définitif parce qu'il l'a traumatisée. Le fait de parler de ça, et même nous, on posait plus de questions, On n'engageait pas du tout des questions concernant cette histoire. Est-ce qu'elle se rappelle des événements? Elle se rappelle pas. Mais les cauchemars qu'elle a eus, elle s'est rappelée des événements. Après l'affaire Daoud. C'était remonté en surface. Oui, oui. C'est remonté en surface. C'est pour ça, je vous dis, c'est un deuxième égorgement. Carrément, hein. Et ça, on ne pourra jamais le pardonner. Jamais, jamais. Et surtout sa femme, c'est la première complice. C'est elle qui a complètement invisibilisé dans les médias. On n'en parle pas, ni les médias français. C'est elle. Pour moi, c'est la première. Oui, c'est la première responsable. Parce que violer le secret professionnel, c'est très grave. C'est un crime. C'est c'est un crime. Et quelle histoire en plus. Elle est là. Elle exerce son métier le plus normalement du monde. Voilà. Après toute cette affaire-là, elle est. Moi, je la mets en premier rang. Hein. C'est elle la responsable de toute cette histoire. Bon, lui, c'est son complice. Lui, il cherchait la gloire, et voilà. Et elle, c'est une double trahison, parce que la trahison, le crime, mais autant parce qu'elle était amie aussi. Donc, c'est une double trahison. Oui. Et en plus, quand elle a une double trahison, et quand elle n'était pas bien pendant cette période, je lui disais, il faut aller voir un psychiatre. Elle m'a dit, non, je ne fais plus confiance à qui que ce soit. Elle a repris ses médicaments sans aller voir un psychiatre. Elle n'était pas bien du tout. Mais elle m'a dit, je fais plus confiance au psychiatre. En fait, c'est tout un pan. Permettez-moi de rebondir sur ce détail-là. En fait, cette affaire dépasse le cadre du vol, du plagiat, et c'est surtout tout un pan de la médecine ou bien de la thérapie, que ce soit chez les thérapeutes, les psychologues qui commencent en Algérie, qui ont commencé à établir un petit pan, une relation de confiance où les gens ils se permettent de faire des psychanalyses, d'aller se soigner chez le psychiatre, parce que culturellement, nous avons eu aussi une culture de défiance par rapport à ça, par rapport à l'aspect fou et par rapport à dire les choses, parce que ça fait pas partie de notre héritage culturel. Donc, et c'est cette affaire-là qui a fragilisé complètement, qui a détruit encore plus la confiance entre patients en psychiatrie ou bien en psychologie et praticiens aussi. Et je pense que au-delà du monde littéraire, au-delà du monde journalistique, littéraire et juridique, il y a aussi, je pense qu'il y a une absence de parole, un silence aussi des praticiens en Algérie, de l'ordre des médecins, parce que non seulement c'est une trahison morale, aussi c'est une trahison, c'est un crime. Juridiquement, c'est un délit. Il me semble qu'une condamnation, il y avait un communiqué de la part des praticiens algériens, hein, Sofiane, si je ne me trompe pas. Il me semble que ça a été fait. Non, mais elle a déposé plainte contre sa femme hein, pour violation du secret professionnel. Et elle doit être... oui, elle a déposé plainte contre sa femme ici. À l'ordre? Au niveau de l'ordre et au niveau de la justice. Les deux. La justice et de l'ordre. L'ordre des médecins, me semble-t-il, ont communiqué là-dessus. Ils ont condamné, me semble-t-il. Oui.
Oui, oui. À confirmer, à confirmer. Il y a quelques mois. Oui. Il y a quelques mois. Déjà, je connais pas mal de psychiatres déjà sur mon réseau Facebook et je n'ai pas vu les psychiatres s'exprimer sur cette affaire-là ou faire une lettre ouverte ou une pétition, parce qu'en fait, c'est leur métier qui est menacé, en fait. Donc, ce n'est pas à chaque fois que quelqu'un va chez un psychiatre voir si l'épouse n'est pas écrivaine ou l'époux n'est pas écrivain, quelque part. Voilà, Non, en donc, principe, c'est Encore, l'avocate qui devait faire ça. C'est l'avocate qui devait faire ça. Au niveau de la justice et au niveau du conseil de déontologie de médecins. moi, je m'attendais à ce que les psychiatres s'expriment, les thérapeutes qui fassent une lettre, ils s'expriment, ils disent voilà, on n'est pas tous pareils, que voilà, pour rebâtir la confiance avec les patients et les malades. Il n'y a pas eu vraiment une communication ou quelque chose dans ce sens-là. Tu C'est soulèves un silence. C'est un silence, c'est pratiquement une indifférence. C'est incroyable. Ou alors. Tu soulèves un point très important, Zoubida, c'est qu'il y a l'absence de relais. De relais. Carrément, il n'y a pas eu. C'était pas de réflexion, il n'y a pas, voilà, il y a pas un truc, il y a pas une conscience par rapport à cette affaire parce qu'elle touche à plusieurs dimensions, donc et notamment la dimension de la psychiatrie, du patient, de cette confiance ébranlée. Donc voilà, ils auraient pu faire un truc pour condamner leur consort et dire on n'est pas tous pareils et voilà donc. Ça m'amène aussi à rappeler le travail formidable qu'a fourni le journaliste Younes Saber Cherif. C'était lui qui a fait éclater l'affaire. Oui. Sans Saber, on n'aurait jamais entendu parler de cette triste histoire. J'abonde dans ton sens, Zoubida. Le travail de Saber, l'excellent travail qu'il a fait, n'a pas été suivi par la sphère médiatique algérienne, à part quelques articles au départ. Il est évident qu'en face, on avait une machine médiatique des plus importantes qui arrosait la sphère avec les déclarations de Kamel Daoud qui n'arrêtait pas de parler matin, midi et soir selon l'ordonnance du médecin. Et donc, il débitait tout ce qu'il voulait et personne ne pouvait l'arrêter. En Algérie, on n'a pas pu faire le travail médiatique qui devait se faire. D'où le travail modeste du soutien, du comité de soutien à Saada Arben, un comité spontané qui s'est réuni. Il n'y avait que Facebook pour faire entendre la parole de Saada. À part ce travail, il n'y a pas eu grand-chose. On a attendu plusieurs mois pour que la presse française se réveille et commence à dire une infime partie de la vérité. Et ça, c'était aussi grâce aux efforts des avocats en France, Maître Bourdon et l'avocat de Saada Arben à Paris. Donc, on a eu ça, mais à part ça, il n'y a pas eu grand-chose. Alors, et c'est surtout aussi grâce à certains chroniqueurs littéraires qui étaient sur YouTube en France, c'est des femmes, désolé, j'ai pas leur nom ici, mais qui ont pris parti, qui se sont positionnés en France, ici, qui n'ont peut-être aucun rapport avec Saada, ni aucune hostilité envers Kamel Daoud auparavant. Donc, c'est un cri, ils ont entendu le cri de Saada, ils ont entendu parler de cette affaire et elles se sont positionnées et avec courage. Il y a des YouTubeurs, je pense que, et des YouTubers aussi, je pense que Zubida m'a partagé beaucoup d'entre eux. Et c'est aussi admirable parce que c'est un travail, à part vous, mesdames, l'exception, la très rare exception de femmes en Algérie, je dis très bien, précisément très rare. Il y a de très rares personnes qui ont pris position, mais en France, il y a beaucoup de femmes, d'amatrices de littérature, qui n'ont pas accepté cette injustice et qui ont pris parti. Et je qualifierais pas ça de courage, mais d'un sens honorable, d'un sens de l'honneur et de la justice. Sofiane nous offre la transition, alors on n'a pas besoin de la faire.
Donc, j'imagine, Sophie, avant que tu n'entendes parler de l'histoire, tu as déjà lu les œuvres de Kamel Daoud, n'est-ce pas? Quelques-uns, où tu connaissais, où tu entendais parler. Rappelons Kamel que toi, Daoud, tu es un Algérien qui est basé à Paris depuis fort longtemps. bien sûr, Kamel Daoud, pas toutes ses œuvres, mais j'étais un lecteur de ses chroniques. Bon, à l'époque, je préférais plus lire Shawqi Ammari. Mon père, il lisait Kamel Daoud. Donc, c'est des chroniqueurs qui étaient tous le suivre. Après, il y a eu Meursault contre enquête. Alors, Meursault contre enquête, c'est déjà la naissance du projet a été très spécifique parce que c'est un travail, avant tout, c'est un roman de commande. Une commande pour Berzakh. Parce qu'il y avait un journaliste dans les années 2000 qui est venu en Algérie pour faire une enquête sur Camus, sur les amours de Camus. Et il a séjourné à Oran, donc il connaissait Sofiane Hadjadj et Selma. Donc il a séjourné à Oran chez Kamel Daoud et ils ont discuté au sujet de l'arabe dans l'œuvre de Camus. Donc à l'époque, il était empreint de rébellion presque blasphématoire contre l'œuvre de Albert Camus euh, qui est l'étranger. Donc il a dit pourquoi il n'y a pas cette identité de l'arabe. Elle a écrit une chronique dans le quotidien d'Oran sur l'arabe de l'étranger, d'Albert Camus, sur ce personnage manquant. Selma, la femme de Sofiane Hadjadj et son associé, a lu la chronique et a eu l'idée de faire un roman sur le personnage de l'arabe dans Meursault contre enquête qui s'appelle Moussa. Donc, il a eu un nom, Moussa. Il y a eu aussi son frère Haroun qui racontait. En fait, c'est une longue chronique. Meursault contre enquête, donc, sort. On a eu tous ce sentiment de revanche sur l'histoire. Kamel Daoud, à l'époque, loin, je ne pourrais pas dire que c'était notre héros, mais c'était quand même, il a éveillé en nous quelque chose, une sorte de vengeance littéraire contre ce Camus qui refusait de donner corps à cet arabe. Donc tu avais un regard positif sur Kamel Daoud. On avait tous un regard très positif parce qu'il représentait l'opposition, la subtilité à une certaine époque et aussi une revanche par rapport à l'oubli de Camus aussi, à cette omission de Camus. Il a brisé cette omission et en plus de ça, comme on dit, la victoire à mille paires, on était tous derrière cette dynamique-là parce qu'il y a eu le prix Goncourt. Il a été nominé. Et avant, nous avons vécu aussi l'injustice vécue par Yasmina Khadra par rapport à son livre Ce que le jour doit à la nuit, donc qui n'a pas eu le Goncourt, qui a été nominé, mais qui n'a pas eu le Goncourt. Et une deuxième fois, Kamel Daoud n'a pas eu le Goncourt, mais je pense qu'il a eu le Goncourt du premier roman. Du concours du premier roman. Et aussi, il y a eu un élément qui était très marketeur pour, si on peut parler cyniquement, d'une manière très cynique, très marketeur, et je pense que c'était les éditeurs, ils se sont frottés les mains, c'était la fatwa de l'imam autoproclamé Hamadesh. Donc, il y a eu une fatwa, pas véritablement une fatwa, mais c'était une interview où Hamadesh, il a dit que c'est Kamel Daoud vivait dans un pays islamique où il y avait la charia, donc il serait des comptes des morts, donc il serait exécuté. Il y a eu un mouvement de solidarité sans nom. Je faisais partie des signataires, ça a été, la lettre a été publiée à Al-Watan. Donc on était derrière lui, je pense moi, Zubida aussi, je pense. On était juste derrière lui, on était solidaires. Et la justice, elle a fait son travail parce que je pense que Hamadesh, il y a eu des poursuites contre Hamadesh, bien sûr, et qui ont abouti, je pense qui ont abouti à vérifier. Donc, la justice
elle a été réactive. La justice algérienne, il faut préciser que la justice algérienne n'a pas été laxiste par rapport à ça. Et une grande partie de ces lecteurs se sont montrés solidaires. Donc, par rapport à Kamel Daoud, on ne part pas d'un point de vue d'une personne, d'un hater de base, mais plutôt d'une personne qui appréciait ses chroniques et qui a apprécié le premier roman, Meurtre contre Conquête. Donc, j'imagine que tu as lu le Houri. J'ai lu avant Houri, j'ai lu Zabor, et je pense que c'est très intéressant. On va se limiter à Houri pour. Voilà, on va rester sur Houri. Voilà. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, j'imagine que tu as lu Houri, mais comment tu as pris connaissance de l'affaire Saad Harben, puisque toi, tu étais à Paris, et loin de l'Algérie? Premièrement, en fait, pour revenir rapidement sur, j'ai lu donc de Meurtre contre Conquête. Donc, entre-temps, j'ai lu Zabor. On était sur la même dynamique. Kamel Daoud écrivait en Algérie, donc on n'était pas encore au point. Zabor, on était avec toute la bienveillance du monde. J'ai pas pu. C'était un roman trop lourd de métaphores et j'ai senti qu'il y avait un peu de mégalomanie parce que c'est Zabor, c'est Daoud, une projection dans une sorte de prophétie d'un écrivain détesté par tout le monde. De délire. C'était un délire, mais je me suis dit, à l'époque, je faisais encore confiance à son bon sens. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être. Et on l'a perdu, Kamel Daoud. Donc, il a perdu, pour ma part, après l'affaire de Cologne, après qu'il ait pris une pente un peu plus extrême droite en France, donc, quand il a écrit. Et là, on n'était plus dans l'autocritique, mais on était dans un discours marketeur pour l'extrême droite et pour bien se faire voir de certains cercles d'influence qui ont commencé à énerver. Néocolonialiste. Donc, pour Houri, j'ai pris j'ai acheté le livre dès sa sortie, c'était en août. Donc, c'était juste avant, c'est la rentrée littéraire. Et j'ai commencé à lire et j'ai trouvé que Zoubida l'avait aussi. Donc, on a commencé à lire tous les deux, on a commencé à lire. Des fois, elle se fatigue, des fois, je me fatigue. Le roman, au début, je vous avoue que l'histoire de la canule et tous ces personnages qui étaient à l'intérieur m'a paru invraisemblable au début parce que je connaissais pas Saad Harben, donc je connaissais pas Quand tu dis son histoire. Tu dis invraisemblable, c'est-à-dire la trouvaille littéraire, quoi, le génie. C'est pas le génie, mais c'est l'invraisemblance parce que j'ai trouvé le roman complètement invraisemblant parce qu'on a un taxieur, qui c'est le Wikipédia de la Disney noire, donc qui peut te sortir le chat GPT, donc il peut te sortir carrément tous les massacres un par un et tout, donc on avait des personnages comme le pêcheur, comme un mec qui voulait partir ailleurs, donc il a fait la rencontre. Il a fait la rencontre du personnage qui était celui de Saada, Fajr. C'était Fajr, je pense, le nom du personnage. Oui. Fajr. C'était Fajr et j'ai trouvé que c'était plein d'invraisemblances et à un certain moment, c'était malsain. Pourquoi malsain? Parce qu'il y avait déjà le scénario de l'égorgement, pour moi, c'était assez difficile à lire ça. Et deuxièmement, c'est, désolé il faut aborder ça, l'hypersexualisation de la cicatrice. On sentait que c'était un fantasme de Kamel Daoud. Et c'est quelque chose parmi plusieurs éléments qui m'a révolté, moi et Zoubida. Donc, Zoubida, franchement, je la connaissais pas beaucoup, donc je m'attendais pas à ce qu'elle puisse réagir comme moi. Donc, c'était une agréable surprise parce que on a partagé cette révolte en commun et je pense que ça a solidifié notre amitié parce qu'on était sur les mêmes longueurs d'onde. La question initiale, c'était comment tu as pris connaissance de l'affaire Saad Harben?
Si tu peux nous répondre là-dessus. Par le biais de Zoubida. D'accord. Parce que je suis complètement là, en fait, j'ai écrit sur une petite chronique, donc ce que je pensais du roman, donc sur son invraisemblance. Et au début, Zoubida, elle m'a dit, il paraît que cette histoire a été plagiée. Donc, mais j'ai pris ça, je pense que moi et Zoubida, avec des réserves. On a pris ça parce que c'était nouveau. Donc, on n'avait pas beaucoup d'éléments clairs. Donc, on a pris ça, on était étonnés. Suite à En fait, par l'affaire, l'audace. suite à l'interview, c'est-à-dire tu veux dire suite à l'interview de Saada Alban, c'est ça. Fin août, le livre sort, la promo commence sur la télé. Moi, je commence à lire le livre, toi tu commences à le lire, et on commence à faire des petites chroniques sur Facebook, de dire voilà, c'est pas de la littérature, c'est raconté n'importe comment, les personnages sont mal construits, c'est invraisemblable, c'est décousu, c'est lourd, c'est alambiqué, tout ça. Bon, on se faisait, tout le monde nous tombait dessus parce que Daoud, attention, là, il est dans la liste Goncourt, touche pas, c'est la France, machin et tout. Donc, on se faisait, voilà. Et on a continué le travail jusqu'à la fin. Et voilà, donc c'était vraiment, on était écœurés par la qualité littéraire, le fait qu'il soit dans cette liste Goncourt. Et après, le Goncourt, il l'a obtenu. On a laissé tomber. On a dit, c'est bon, la littérature, c'est fini. La France, elle est partie sur un autre chemin. Et puis, quelques jours après, je pense entre le 3 novembre et le 16 novembre, quelque chose comme ça. Le 15 novembre, l'émission. Voilà, l'interview de Saada apparaît. Et là, c'est déflagration. Donc là, tiens, parce que c'est vrai que dans le roman, cette femme avec la canule et tout ça, nous, on n'en a jamais entendu parler. Contrairement à Daoud, on n'en a jamais croisé. Voilà, on les a jamais croisés. Pourtant, tu es une fille de l'Ouest. Chaque week-end, tu es à Oran, Zoubida. Oui, voilà. Donc, c'est pas quelque chose de courant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, même cette histoire de... Oui, Assia. Justement, après, avant l'interview, sa femme est venue voir Saada et elle lui a ramené le livre. Quel culot! Il a dédicacé le livre à Saada. Je ne peux pas le qualifier, c'est criminel. Mais elle, quand elle a reçu le livre, elle était avec sa femme et elle lui a posé la question. Elle lui a dit, ah bon, ça va? Et il a fait son livre. Elle lui a dit, j'espère qu'il n'a pas raconté ma vie. Elle lui a dit, non, mais ça va pas. Je suis là pour te protéger. Ça, c'est sa femme. Elle lui a dit, non, il y avait quelques correspondances, mais c'est pas ton histoire. Ce qu'elle a dit, sa femme. Mais Saada, elle a mis le livre sur la table. Le lendemain, sa copine, enfin son amie, qui est en France, qui l'appelle, elle lui dit, Saada, c'est ton histoire que Kamel Daoud raconte. Et ses copines ne connaissaient pas Kamel Daoud. Ils ne savaient pas que c'était le mari à son psychiatre, parce que personne ne sait qu'elle se suit chez cette psychiatre qui est la femme à Daoud. Mais il lui a envoyé le livre. Oui, elle l'a dit dans l'interview. Et c'est là, et c'est comme ça qu'elle a appris Saada, l'affaire. Et c'est là, elle est partie directement voir l'avocate. Elle m'a appelée, j'ai dit, vas-y, va voir l'avocate que Zahia connaissait. Elle va te donner qu'est-ce qu'il faut faire face à cette histoire. On précise que cette avocate tient à rester anonyme. Oui. Une figure connue de la ville d'Oran, une dame qui force le respect, et c'est elle qui a aidé au départ Saada à se frayer. Voilà. Moi, je lui ai dit, il faut aller la voir tout de suite. Voilà. Il faut aller la voir tout de suite. C'est elle qui va te donner qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Saada s'est rapprochée de l'avocate qui tient le soir, oui. Elle s'est rapprochée d'elle et donc la dame, elle lui a suggéré que c'est une affaire qui doit être portée dans les médias. C'est le seul recours pour faire entendre sa voix. Et c'est comme ça qu'on a eu le 15 novembre
l'émission Voilà. sur On TV avec le journaliste, on rappelle encore son nom, Younes Saber Cherif. Oui, on t'écoute, Sofiane. Ben, en fait, au début, on a pris tous cette information avec des pincettes et puis on a commencé à avoir beaucoup plus de détails après. Donc, suite à plusieurs articles, plusieurs informations, et c'était complètement choquant. La correspondance, que ce soit des personnages, surtout de la mère, parce qu'il y avait une mère avocate et l'autre, la mère de Saada, la défunte paix à son âme. Elle était médecin, donc c'est des femmes avec des professions libérales. Donc, et ça rajoutait du scandale au scandale. Déjà, le produit littéraire en lui-même est complètement scandaleux qu'il puisse avoir un Goncourt ou même un prix littéraire. Et on rajoute le scandale au scandale. Donc, on rajoute non seulement c'était un roman médiocre, mais on a rajouté aussi le fait qu'il n'a eu aucune inspiration et qu'il a fait du copier-coller des fiches médicales de sa femme. Et je parle en matière de présomption, jusqu'à présent, donc en matière de... Et en plus de ça, il y a eu aussi le scandale des associations aussi des victimes du terrorisme. Il a carrément fait copier-coller des témoignages dans son roman. Et en fait, je sentais cette répétition. Nazim Maqbel, on en parlait, hein, c'est lui le responsable. Oui, la page Ajouad, oui. Ajouad. Justement, Sofiane, pour ne pas s'égarer, Sofiane, je voudrais revenir sur, justement, juste après l'affaire Saada Arbel, quand elle a commencé l'interview et que ça fait cette déflagration, toi qui es à Paris, donc tu as été souvent amené à rentrer en conflit avec des défenseurs du droit de Kamel Daoud à voler la vie des autres, voilà, pour le dire autrement. Et donc, toi, tu es rentré souvent. Donc, si tu veux un petit peu revenir, comment cette affaire, elle a résonné dans ton milieu, qui soit proche, voilà, que je sais que tu fréquentes des milieux culturels, littéraires et tout cela, les discussions, soit sur Facebook, soit dans la réalité, comment était le débat? Est-ce qu'il y avait un parti pris immédiat pour Daoud? Est-ce qu'il y avait des nuances? Voilà. En fait, il y a de tout, absolument de tout. Donc, Kamel Daoud, c'est un personnage très clivant, parce qu'en même temps, on a des personnes qui sont toujours dans cette dichotomie islamiste progressiste et qui sont prêts à fermer les yeux sur plusieurs écarts du personnage de Kamel Daoud, suite à ses péripéties à Oran par rapport aussi, n'oublions pas, à l'affaire l'affaire qu'il a eu à Oran. Et ils ont fermé les yeux. Il y en a certains qui ferment les yeux. Donc, parce que Kamel Daoud, il se présente comme progressiste, comme anti-système. Et en France, il y a de tout. Il y a des personnes qui ont été déçues par l'Algérie, qui ont fui le terrorisme et qui sont anti-système seulement, qui sont anti-système opposants. Donc, ils se retrouvent dans Kamel Daoud. Ils se retrouvent dans le discours et derrière Kamel Daoud. Et tu as des personnes qui détestent Kamel Daoud aussi parce que c'était aussi c'était des anciens du fils ou bien ils ont des tendances islamiques. En fait, tout. Pour les bonnes et pour les mauvaises raisons. Et surtout, il y en a pour les mauvaises raisons. Donc, mais il y a aussi. Sur l'affaire, plutôt sur l'œuvre littéraire, le livre en tant qu'écrivain et tout ça, c'est surtout ça. La plupart, ils n'ont pas lu. Ils ont soutenu son livre. Donc, avec qui j'ai eu beaucoup de débats. Les rares personnes qui ont lu ont détesté. Et je connais des Françaises qui ont lu le roman. Et j'ai une amie qui a lu le roman qui n'a rien à voir ni avec l'Algérie, ni avec les Pieds Noirs, ni avec rien du tout, ni avec Kamel Daoud. Elle a juste entendu que c'était la rentrée littéraire et que c'était un prix Goncourt. Donc, elle l'a lu. Elle l'a trouvé horrible. Le roman, elle l'a trouvé horrible et que ça ne méritait pas le Goncourt. D'un certain côté, on a du côté d'Oran, et ce qui est important, il y a un côté chauvin aussi. Il y a du chauvinisme. C'est-à-dire,
premier Oranais qui a eu le Goncourt, un Oranais, ou bien des personnes qui disent enfin un Algérien qui a eu le Goncourt. Donc, on a ces Tout se perd. réactions-là. Après l'affaire Saada Arban, il y avait une personne qui se présentait sur une page qui s'appelle Femmes Insoumises Algériennes. C'est un groupe sur Facebook de féministes. Et il y avait une personne qui se présentait en tant que psychologue et elle a dit oui, c'est pas grave de s'inspirer de la vie. Donc, dans le cadre de notre étude, on peut étudier certains cas. Donc, argument qui a été pour la plupart, donc pour la réaction des féministes algériennes, enfin, entre guillemets, celles qui se présentent dans cette page comme étant féministe, elle était complètement illogique, déraisonnable, et les arguments, ils étaient très faibles. Donc, il y a certaines personnes très rares, qui ont démonté cela. Donc, et aussi, dans un autre cadre, donc, il y a eu beaucoup de rumeurs au sujet de Saada Arban, tout aussi loufoque que le roman de Kamel Daoud. J'ai entendu même quelque chose de très ridicule, mais complètement, complètement ridicule que le président de la République a offert un cheval à Saada. C'est complètement. En fait, c'est tragique et comique à la fois. Donc, ces rumeurs-là. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est le manque de réaction de la presse algérienne, que ce soit le monde littéraire ou bien, le journalisme, parce que normalement, c'est l'affaire Dreyfus algérienne, l'affaire Saada Arban. C'est l'affaire Dreyfus. C'est aussi une personne, un homme, même d'un point de vue de femme, c'est un homme puissant contre une personne démunie, faible, toute seule. C'est David contre Goliath. C'est surtout l'absence de réaction des féministes algériens. Personne ne s'est intéressé à la prédation qu'a subie Saada, femme, mis à part qu'elle soit une victime des terroristes, qu'elle a été égorgée, qu'elle a été survivante. On met ça de côté. Ça, c'est parce qu'il faut beaucoup d'empathie pour pouvoir se pencher sur cette affaire-là. Malheureusement, comme je l'ai dit, allez soigner votre empathie à l'arsenic, parce que j'ai pas d'autres mots. Hein, c'est un truc. Mais le fait que ça soit une femme qui a subi la prédation, non seulement d'un écrivain comme Daoud, mais tout un système, Gallimard, le système médiatique, toute cette indifférence. C'est-à-dire, à aucun moment, les féministes sont penchés pour défendre cette femme-là, qui subit. En fait, derrière, il y a des hommes. Hein, donc, ce sont tous ces hommes-là qui disent. Voilà, elle raconte n'importe quoi, elle est manipulée, c'est le pouvoir. Moi, j'ai rencontré même des gens, ils m'ont dit, vous êtes sûr qu'elle existe, cette femme? Vous l'avez rencontrée, elle existe réellement? C'est vrai cette histoire? Elle a vraiment la canule? C'est pas de la comédie? Donc, c'est pour ça que, bon, je me dis, cette émission va, au-delà de l'interview, peut-être que là, voir sa tante parler d'elle, raconter ses souvenirs et tout cela, peut-être pousser les gens à être un peu plus attentifs, moins indifférents, plus empathiques et savoir que réellement, oui, cette femme souffre qu'on lui a volé sa vie, qu'elle subit l'indifférence totale, aussi bien ici que... En fait, la confrontation ou bien le positionnement sur cette affaire, parce qu'en même temps, il y a eu des félicitations directes par rapport au prix Goncourt. Donc, il y a eu ça, cet enthousiasme-là, mais il n'y a eu aucun, si ce n'est pour mettre en doute. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Bien sûr, oui. Si ce n'est pour mettre en doute ou jeter la suspicion sur le témoignage de Saada Arban, mais par rapport, je ne parle pas en tant que, je peux pas parler en tant que femme, ni en tant que féministe, donc tu peux. Daoud, il a parlé à la place d'une femme, il a parlé à la place d'une femme enceinte, il sait comment un fœtus bouge dans le ventre, donc tu peux, c'est possible. Donc, je pense que la première étape
par rapport à une victime, c'est d'accueillir la parole, c'est ne pas suspecter la parole. Et en fait, la même rhétorique qui a été utilisée contre Saada Arban, c'est la même rhétorique qui a été utilisée pour décrédibiliser les victimes d'agressions sexuelles. Et je pense que c'est scandaleux qu'on puisse, sous prétexte, parce que une personne, elle est du même bord politique que nous, entre guillemets, parce que reste à voir, qu'on puisse jeter l'opprobre et la suspicion sur la victime. La victime, elle doit toujours être protégée, la parole doit être toujours accueillie jusqu'à preuve du contraire. Et c'est ça le travail des défis. Et je pense qu'ils ont raté un rendez-vous avec l'histoire. Je pense que les écrivains algériens et tous autant qu'ils sont, ils ont raté un rendez-vous avec l'histoire. Les féministes, elles ont raté un rendez-vous avec l'histoire. Et les journalistes algériens, ils ont aussi raté un rendez-vous avec l'histoire. Je mets pas tout le monde dans le même panier, mais l'image que donne notre scène culturelle algérienne et médiatique est assez médiocre, vraiment, très médiocre. Parce que c'est Dreyfus, si on voit l'affaire Dreyfus, je ne suis ni pour les Dreyfusards, ni les anti-Dreyfusards, mais je respecte chaque personne qui a pris clairement position. Et c'est grâce à cela que la littérature française a évolué par rapport à la guerre du Mexique, quand certains s'opposaient aux États-Unis et, par exemple, une personne comme Jack London qui a pris position pour les États-Unis pour la guerre du Mexique, Angela Davis avec d'autres femmes noires dans le féminisme, Cédar Senghor contre Aimé Césaire. Donc, ces évitements, en fait, cette lâcheté, comment dire, ces évitements pour ne pas froisser parce que tel ou tel, il est bien vu par tel ou tel éditeur, parce que telle ou telle entité culturelle, elle est bienveillante et elle peut punir tel ou tel. Je trouve ça d'une lâcheté sans nom et n'est pas digne de l'histoire de l'Algérie, n'est pas à la hauteur de l'histoire de l'Algérie. Et ça nous laisse une rage. Zoubida Braho, qui m'a étonné parce que elle a sacrifié carrément la promotion de son roman, l'invention d'un jeu d'échecs à mascara, pour bien sûr s'attaquer à Kamel Daoud. Il faut bien surtout être soutenir extrême. Saada Arban beaucoup Et plus. soutenir C'est Saada. pas Daoud, c'est Surtout Saada Arban. soutenir Saada parce que c'est le côté femme, c'est une femme, c'est toute son histoire qui m'a secouée. Parce que bon, au début, j'ai fait mon travail de lectrice, j'ai montré les faiblesses et tout ça, j'ai écrit une chronique. Mais après, quand Saada est apparue, ça c'est autre chose. Là, c'était un peu Gisèle Halimi, il fallait que j'incarne voilà, ses valeurs, son combat. Donc, je ne pouvais pas la laisser comme ça. Ignorer voilà, l'indifférence de la presse française d'un côté, mais il fallait qu'elle trouve un soutien. Donc, heureusement, et donc je rebondis pour dire que c'est grâce à Saada Arban que j'ai connu sa tante Assia Mentouri, que j'ai connu Latifa. On ne se connaissait pas. Bon, toi, Sofiane, je te connaissais comme ça sur Facebook, on échangeait. Mais ça aussi, ça a renforcé notre amitié, la lecture de Khoury, le fait que tu as apporté ton soutien à Saada, et je tiens à te saluer et te remercier en tant qu'homme, c'est très important, tout le travail que tu as fait. Et Saada nous a permis, vraiment, là, on est là, réunis, on ne se connaissait pas. Il y a une année, c'est incroyable. Donc, c'est après l'affaire Saada Arban qu'il y a eu, et pas que ça, donc il y a eu de très belles connexions de personnes valeureuses, engagées, qui nous ont permis de... Et heureusement, on était voilà, une petite minorité, mais ça nous a permis de faire quelque chose, de structurer notre travail citoyen, notre comité de soutien. Et on tenait justement à faire cette émission pour clôturer, parce que ça fait une année qu'on est là sur cette affaire-là, ça nous a épuisés. Et comme le procès va être en cours, donc on voulait remettre ça dans le bain, réhumaniser, rendre Saada Arban voilà, humaine, parce que là, il fallait lui donner une... oui.
Oui, oui, et comme je l'ai dit, cette affaire, elle touche à tous les aspects. Alors, si on commence, on est parti pour 5 heures, 6 heures, elle touche à tout, 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 tout. Et comme tu dis, il y a un avant et un après l'affaire Saada Alben. Oui, Latifa, donc si tu veux un petit peu recentrer le débat. J'aimerais reprendre ce qu'on a toujours dit, que l'affaire Saada Alben, elle a commencé par une histoire d'amour, l'amour d'une maman pour une enfant dans le désœuvrement le plus total. Et de cet amour-là, on est arrivé aujourd'hui à notre rencontre pleine de bienveillance, pleine d'ondes positives. Donc l'affaire Saada Alben, malgré tous les points négatifs qu'elle a engendrés, elle reste une superbe histoire d'amour pour la vie, pour l'Algérie, pour l'acte citoyen aussi, dont a fait preuve Saada Alben, qui, d'une manière ou d'une autre, une fois, moi, je lui avais écrit tu ne te rends pas compte, Saada, de ce que tu as fait pour l'Algérie et pour nous tous. Et elle me dit, ah bon, parce qu'elle, j'imagine, elle ne se rend pas encore compte de la valeur de son acte. Oui. Qui est venu à un moment où les gens ne savaient pas trop où se placer, parce qu'il faut le dire, nous sommes dans l'inédit. On n'a jamais rencontré ce genre d'affaires. On n'a pas le manuel, si vous voulez. On ne sait pas comment se comporter. Donc, je voulais appuyer la question de l'amour, de cet élan d'amour qui est sorti de chez les Mentouri. Allah yarhamha, Madame Mentouri, ainsi que Allah yarhamha, Monsieur Chantouf, et c'est une onde comme ça qui avance non-stop. Et aujourd'hui, nous sommes là pour ça. Tu avais déjà dit que cette émission, c'était aussi pour clôturer notre travail sur l'affaire Saada Alben contre Kamel Daoud. Surtout que le volet juridique a pris le relais. Il a pris au niveau de Paris avec Maître Bourdan, le bureau de Maître Bourdan et Maître Lili, et au niveau de l'Algérie, au niveau d'Oran, où l'affaire Saada Alben est suivie par le tribunal d'Oran. Nous aimons aussi, il y a une ou deux informations que nous aimerions donner aux personnes qui suivent l'affaire. Maître Benbrahim n'est plus l'avocate de Saada Alben, donc c'est une autre avocate qui prend le relais au niveau d'Oran pour les bonnes raisons. Et nous respectons la volonté de Saada Alben sur ce point-là. Il y a une prochaine rencontre au niveau du tribunal de Paris pour octobre prochain, toujours dans le cadre de cette affaire. Je souligne aussi l'optimisme de Saada Alben, qui reste très optimiste quant à l'issue de cette affaire, et combien même, comme a dit Assia tout à l'heure, professeur Mentouri, comme elle a souligné que Saada Alben a toujours dit moi, à ce train des choses, j'ai déjà gagné. Mon but, c'était de ne pas me taire face à Kamel Daoud. Ce que j'apprends avec l'affaire Saada, c'est surtout la découverte d'un être humain exceptionnel. Au-delà de l'Algérie, au-delà de tout conflit, c'est une personne qui est complètement exceptionnelle. Nous qui rencontrons des échecs, on se plaint, et en fait, quand on lit Houri, qui est un ramassis de misérabilisme, qui a complètement faussé la véritable existence de Saada et le symbole qu'elle représente, parce que c'est une personne qui a survécu à l'innommable, où personne ne peut survivre à ça. Elle a trouvé cette force, cette énergie, avec tout le soutien du monde intérieur, cette volonté, cette inspiration, oui, oui. cet amour pour la vie. Ah oui, exactement. Pour survivre, pour trouver des passions, pour se reconstruire et pour... Je crois qu'on a un souci de micro avec... Et surtout en combattant ce nouvel ogre qui
qui a essayé de la spolier et trouver cette force de ressasser encore le passé et d'aller en avant et de poursuivre en justice et de se battre pour ce qu'elle est. Et c'est une figure inspirante. Je pense que très rares sont les auteurs qui peuvent retranscrire cela. Et je pense que cette histoire, elle a failli être gâchée par ce roman-là. Et c'est une histoire épique, parce que même dans dans sa passion pour les chevaux, chevaleresque aussi, et elle a eu ce panache de réunir tout ce monde autour d'elle. Et je trouve que c'est une belle histoire. C'est une histoire, c'est vrai, tachée par des événements sombres, 2 événements sombres dans sa vie, mais elle reste une belle histoire, une histoire inspirante. Et j'espère que ce procès aura un happy end. Et c'est déjà un happy end pour cette histoire-là. Inch'Allah. Eh ben, je remercie tout le comité de soutien qui a soutenu Saada depuis le début de son affaire. Et je remercie aussi Saada pour la connexion de toutes ces personnes valeureuses. Et c'est grâce à elle qu'on est là. Et c'est grâce à elle que j'ai fait connaissance de personnes formidables avec des valeurs exceptionnelles. Voilà. Et je pense que l'histoire de Saada va être peut-être racontée par une autre personne, et c'est elle qui va raconter son histoire. Et ça sera un bon roman, je pense. Voilà. J'espère. Merci. Et je vous remercie tous. Merci. Voilà, c'était vraiment un plaisir de et à rappeler que là, sur cet écran, il y a les États-Unis, il y a la France et il y a l'Algérie, l'Est et l'Ouest. Moi, je suis à Mascara, Annaba, Washington, Paris. Merci, Saada. Ah, bah oui. C'est l'Algérie au cœur, Saada au cœur aussi. Voilà, on te met en même temps que l'Algérie dans notre cœur. Tu nous as réunis et puis on te souhaite voilà, d'aller de l'avant avec ta bonne nouvelle, voilà, ce bébé qui arrive, cette petite fille, c'est déjà une double saada, c'est une victoire. Notre bébé à tous, hein, mais il ne faut pas oublier Tamina. Oui. Voilà. Et ça sera de bon augure, voilà. C'est une occasion de venir, la Tefa. Elle va triompher, elle va gagner, puis on passera à autre chose. Voilà. Merci. Bye bye. Un plaisir, mesdames. Au revoir. Au revoir. Ce podcast marque la clôture de notre travail collectif sur l'affaire Saada Arben contre Kamel Daoud. Désormais, c'est le juridique qui prend le relais, aussi bien à Paris qu'à Oran au niveau de l'Algérie. Merci encore une fois au comité de soutien. Merci à notre ami journaliste français Jacques-Marie Bourget. Merci à l'autrice française Judith Bouilloc. Merci infiniment à Amel Taleb, à Maître Bouziane, la grande avocate d'Oran. Merci aussi à notre amie de Paris, Leila Abdelilah, et merci à nos invités. Merci à vous qui avez suivi et à très bientôt pour de nouvelles discussions.